Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver sur School TV, le MAG. Vous le savez, nous sommes ensemble pendant 30 minutes, une demi-heure pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, c'est Action Éducation et on part sans plus tarder du côté de Poitiers. Voici le sommaire. Poitiers ou l'éducation pour passion, la ville connue dans toute l'Europe pour son célèbre Futuroscope, son parc d'images qui innove, surprend, attire petits et grands, et cela depuis plus de 30 ans. Irina Capron est ici présente, elle sort sa loupe dans un instant, apprendre en s'amusant, et le numérique pour credo, une évidence, mais avec quel type d'atelier, quels outils pédagogiques sont mis à l'honneur? Les secrets d'un succès, ce sera dans un instant. Et puis à quoi va ressembler l'école de demain? Quel rôle pour le numérique et quelle formation, surtout pour les enseignants? On se posera ces questions avec mes invités. Bonjour Vincent Audru, vous êtes en Skype. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable marketing du Futuroscope dont on va beaucoup parler dans cette émission. Et Nicolas Turquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de cabinet du réseau Canopé. Canopé, qu'est-ce que c'est? On va en savoir plus dans un instant avec la loupe. C'est signé Irina. Oh, le maximum de pression sur Irina Capron, j'adore. Toujours. Comment ça va, Irina? Ça va très bien, et vous? Poitiers, capitale de l'éducation? Et oui, c'est Jean-Michel Blanquer qui a désigné en 2017 Poitiers comme capitale de l'éducation en raison de ses nombreuses initiatives innovantes. Il avait dit, je cite, « Depuis longtemps, Poitiers a su concentrer ses forces sur les enjeux de l'éducation nationale avec ces 3 sites qui ont un rôle important. » Et quels sont ces 3 sites? Alors, les 3 sites dont parle Jean-Michel Blanquer sont l'École supérieure de l'éducation nationale, chargée de former des cadres, le Centre national de l'enseignement à distance, le CNED, et le réseau Canopé, qui est missionné par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour assurer la formation au numérique par le numérique de chaque enseignant grâce à des ressources pédagogiques. Rappelez-nous ce qu'est une technopole et notamment celle du Futuroscope. C'est vrai qu'il y a le technopole et la technopole. C'est vrai. Et la technopole, c'est une aire urbaine concentrant des activités de haute technologie. Ces 3 sites ont été d'ailleurs délocalisés sur la technopole du Futuroscope, imaginée dans les années 80 sous l'impulsion de René Monori, donc président du conseiller général de la Vienne. La technopole du Futuroscope est un parc technologique dédié au numérique qui repose sur 3 piliers, les loisirs, la formation recherche et les entreprises. La technopole du Futuroscope accueille bien évidemment le parc de loisirs que l'on connaît tous, le Futuroscope, mais aussi 250 entreprises, 7500 salariés, 500 chercheurs, 2000 lycéens et étudiants, 13 laboratoires de recherche, mais également un parc hôtelier de 1900 chambres. Vous avez voulu qu'on parle du LP2I, c'est quoi? Alors, le LP2I, c'est l'une des initiatives en matière d'innovation éducative. C'est le lycée pilote innovant international de Poitiers, un lycée public ouvert depuis 1987 sur la technopole du Futuroscope. Un établissement pas comme les autres, qui respecte les programmes officiels tout en intégrant les nouvelles technologies. L'outil informatique est intégré aux pratiques pédagogique et utilisé au quotidien par les élèves. Et chaque année, le lycée accueille 600 élèves. Et Canopé, c'est quoi? On en parle dans un instant. D'expression orale, c'est tout de suite. L'expression orale avec Vincent Audru, qui est responsable marketing du Futuroscope, et Nicolas Turquet. C'est à vous qu'on va poser la question. Canopé, c'est quoi? Canopé est tout simplement l'opérateur d'un établissement public en charge de la formation tout au long de la vie des enseignants. Voilà, pour faire simple et très clair. Ouais, et vous êtes... pour le coup, nombreux, avec un maillage assez important. On parle de combien de personnes? Effectivement, il s'agit d'un établissement public qui compte à peu près 1280 personnes, 1280 agents répartis sur l'ensemble du territoire ultramarin compris, sauf Mayotte. Et en l'occurrence, il s'agit d'une répartition en direction territoriale qui correspond globalement aux régions académiques et un atelier Canopé par département. C'est un siège qui est à Poitiers. Vincent Audru, je rappelle, vous êtes responsable marketing du Futuroscope. Poitiers, capitale de l'éducation, c'est une évidence? Alors c'est une évidence, oui, parce qu'il y a quand même maintenant pas mal de sièges autour de l'éducation qui ont posé leur valise ici. Et donc ça me paraît, oui, tout à fait logique que ce soit une ville qui soit dédiée au monde de l'éducation. Cette appétence justement pour l'éducation et les nouvelles technologies, ça date de quand? Ça date de l'ouverture du Futuroscope. Ça a toujours été un des leitmotifs de René Monori lorsqu'il a fondé le parc. Il voulait vraiment un lieu qui mette en avant les nouvelles technologies, et c'était le cas dès l'ouverture du Futuroscope en 1987. Et ça se fait en lien, dans quelle mesure ça se fait en lien avec l'éducation nationale? Alors nous, on travaille avec le Canopé, justement, à élaborer des ressources pédagogiques. Et puis depuis quelques années, avec ce qu'on appelle le CARDI, c'est un regroupement d'enseignants
qui dépend du rectorat de Poitiers et qui nous aide à relier les programmes scolaires aux attractions du parc et ainsi proposer des pistes d'exploration pédagogique pour les enseignants et des supports pédagogiques qu'ils puissent utiliser avant leur visite pour préparer le séjour des élèves. Nicolas Turquet, comment vous travaillez justement avec le réseau Canopé, avec le Futuroscope? Alors l'idée effectivement c'est de définir une articulation qui soit cohérente entre les différents acteurs. Le Futuroscope effectivement, mais de la même façon l'ESEN que vous évoquiez tout à l'heure, qui s'appelle désormais l'IH2EF, donc l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation, qui s'occupe davantage de l'encadrement. Donc c'est intéressant parce qu'effectivement le Futuroscope est sur une approche science-fiction, anticipation, loisirs, évidemment en lien avec le scolaire. Canopé est sur la formation des enseignants et puis l'IH2EF est en lien avec l'encadrement. Donc c'est tout à fait intéressant de créer un cercle vertueux autour du numérique, de manière à pouvoir permettre une appropriation de tous les enjeux du numérique par différents biais, dont la ludopédagogie que le Futuroscope investit de la même façon. Vincent Audreux, comment définiriez-vous le Futuroscope pour ceux qui n'y sont jamais allés? Alors c'est une très bonne question. On se la pose depuis 30 ans nous-mêmes parce que c'est un lieu qui est assez difficile à définir, mais néanmoins je dirais que c'est un parc à thème qui regroupe des expériences qui vont mettre en avant la curiosité, qui est notre meilleur défaut je pense. Et donc ça peut être la curiosité bien sûr des familles, on accueille beaucoup de familles ici, mais également la curiosité des élèves puisqu'on accueille à peu près 150 000 visiteurs scolaires chaque année, excepté bien sûr en 2020 et en 2021 où le parc était fermé de longs mois et où on n'a pas pu accueillir les scolaires comme ça aurait dû être le cas. Ça attire les petits mais également les grands. Comment vous arrivez année après année justement à vous réinventer? Et on a des attractions qui changent chaque année. On a des thèmes pédagogiques que l'on met en avant, qui vont être autour de l'astronomie, par exemple avec un film sur Thomas Pesquet, un film sur les chocs cosmiques qui modèlent l'univers. On a également des thèmes qui vont bien sûr tourner autour de l'image. C'est notre thème historique, même si c'est de moins en moins présent pour les élèves. Et puis on a également des choses qui vont être en relation avec la citoyenneté. Je pense notamment au parcours Les yeux grands fermés, qui est un parcours de sensibilisation au handicap non-voyant, où vous êtes pendant une vingtaine de minutes dans le noir le plus complet, guidé par une personne non-voyante. Nicolas Turquet, le Futuroscope, c'est avant tout un laboratoire. C'est un laboratoire d'idées, un lieu d'expérimentation. Effectivement, il y a un lieu très inspirant par ailleurs. C'est-à-dire que l'idée au niveau de la capitale de l'éducation et de l'écosystème Poitevin, c'est effectivement de faire en sorte que nous puissions déterminer. Futuroscope, c'est examiner le futur au fond, au niveau du terme. Chez Canopé, de la même façon, on ambitionne aussi de faire vaciller un peu la culture des enseignants, la posture des enseignants, de manière à pouvoir les ancrer davantage dans un 21e siècle qui modifie considérablement le paradigme de l'enseignement, notamment eu égard à des métiers qui n'existent pas encore, avec puis toute une transformation digitale qui a un impact évidemment sur l'ensemble. Vous les sentez ouverts, justement, les enseignants, quelque peu parfois débordés, inquiets par rapport à cette révolution numérique? Alors je crois que ce qui a changé en tout cas, et notamment depuis la crise sanitaire, c'est le fait que les enseignants ont eu conscience de l'importance du digital et du numérique pour pouvoir peut-être élargir la cartographie des possibles, des pratiques pédagogiques. Ça c'est très important. Et ce qui fait que dès lors, ils s'intéressent davantage à toutes les possibilités que le numérique offre, non pas pour remplacer l'environnement analogique de l'enseignement, mais plutôt pour, encore une fois, pour élargir cette cartographie des possibles, pour faire en sorte qu'il y ait une réelle plus-value du numérique par rapport à leurs pratiques pédagogiques. Vincent Audreux, chaque année, le Futuroscope accueille plus de 150 000 visites scolaires. 15% des élèves participent en outre à un atelier pédagogique en lien avec les thématiques du parc. Justement, comment elles sont choisies, ces thématiques? Alors pour les thématiques, en fait, on fait appel à des enseignants qui vont nous servir de relais entre les attractions et les programmes officiels. Et ça nous permet de dégager des pistes d'exploration du parc. Et là, pour cette année, c'est l'astronomie, l'image et la citoyenneté. Et en ce qui concerne les animations pédagogiques, on en a 2 actuellement. Il y en a une, donc c'est le parcours des yeux grands fermés avec une personne non-voyante. Et puis on propose également des séances de découverte des métiers d'un parc d'attractions, puisqu'on pense souvent qu'un parc d'attractions, ce ne sont que des métiers tournés vers l'accueil, la restauration. Mais on montre durant ces séances-là qu'il y a des métiers de la sécurité, du marketing, de la comptabilité, des espaces verts, et donc à peu près plus d'une centaine de métiers qui existent sur le parc. Et donc ça s'inscrit dans le parcours à venir que suivent les élèves au collège notamment. Vincent, comment expliquez-vous l'engouement du parc auprès des enseignants? On a beaucoup parlé des élèves, mais les enseignants, eux aussi, semblent accros. Oui, on a vraiment des enseignants qui reviennent chaque année avec leurs élèves. Et qui viennent depuis une quinzaine d'années parce qu'ils trouvent que c'est la sortie idéale pour leurs élèves, parce qu'il y a à la fois, bien sûr, le côté pédagogique du parc, mais ils vont également pouvoir profiter du côté ludique que propose le Futuroscope. Nicolas Turquet, apprendre en s'amusant, justement, les 2 composantes sont indissociables aujourd'hui?
Elles ne sont pas indissociables, mais en tout cas, et je dirais même plus qu'amusantes, plutôt actionnelles. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire en sorte que la ludopédagogie puisse encore une fois orienter la manière d'apprendre et la manière d'enseigner dans d'autres champs, d'autres perspectives. Et il est vrai que, par exemple, quand monsieur évoquait l'importance du ludique au sein du Futuroscope, l'immersion, par exemple, fait partie des enjeux du numérique, en tout cas du futur de l'enseignement au niveau du numérique, puisqu'avec le métaverse, avec la digitalisation de la formation, avec la réalité augmentée, etc., on est dans une approche totalement nouvelle qui permet justement d'appréhender de manière très différente les pratiques pédagogiques. Donc oui, ça a beaucoup de sens, effectivement. Nicolas, quelle est votre définition de la numérisation de l'école? Je crois que vous êtes plutôt bien placé pour en parler, vous, au Futuroscope. Alors, vous voulez dire Vincent, je suppose? Vincent, pardon, j'ai dit Nicolas. Vous avez dit Nicolas, c'est pas grave. La numérisation, nous, ça se traduit surtout dans les attractions avec les images numériques qui sont proposées. Je pense par exemple à l'attraction Arthur l'Aventure 4D, et puis également l'attraction Sébastien Loeb Racing Experience, qui est une attraction qui fait découvrir la réalité virtuelle sur le parc. Après, ça va se traduire également dans les prochains mois, nous espérons, avec la mise en place d'un pôle numérique dédié à l'éducation, mais qui est encore à l'état en gestation pour l'instant. Nicolas? Oui, effectivement, on travaille sur un lieu totem au Futuroscope, justement. On en parlera peut-être plus tard, au moment où tout sera bien consolidé. Mais effectivement, un lieu qui permettra d'accueillir l'ensemble de la communauté éducative, mais pas seulement, pour pouvoir permettre une appropriation de l'environnement numérique, de l'objet d'étude numérique, de l'éthique numérique, voilà, de tout ce que ça peut impliquer en termes de réflexion, notamment, et d'utilisation. Vincent Audrou, est-ce que vous savez s'il y a d'autres villes en France, ou même en Europe, même dans le monde, qui viennent à Poitiers pour, pourquoi pas, s'inspirer de ce qui est fait et pourquoi pas le dupliquer? Alors, il y a des établissements, notamment danois, finlandais, qui viennent souvent au LP2I, le lycée qui se trouve juste à côté du Futuroscope, pour justement s'inspirer des techniques utilisées dans ce lycée, notamment en matière d'innovation pédagogique et éducative. Et donc, on accueille souvent des délégations danoises, finlandaises. C'est principalement ces dernières-là qui sont venues ces derniers mois pour s'inspirer de ça. Oui. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces outils pédagogiques qui sont utilisés dans ce LP2I? Il y a une classe qui s'appelle la Future Classroom, qui est en fait un laboratoire qui a été mis en place au sein du lycée par plusieurs enseignants, afin de permettre d'avoir une classe modulable, c'est-à-dire que les élèves ne sont pas assis à leur table pendant toute l'heure de cours. Ils ont des chaises qui vont être par exemple des chaises roulantes qui vont pouvoir se déplacer dans le cours en fonction des ateliers qui sont mis en place dans la classe. C'est une classe vraiment très ouverte qui permet d'avoir une totale liberté au niveau du raisonnement pédagogique. Est-ce que certains enseignants, justement, dans ce LP2I, imaginent, innovent dans certains domaines en relation, justement, avec le Futuroscope? Alors, je n'ai pas entendu le début de votre question. Je vous demandais, est-ce que, justement, il y a certains professeurs de ce LP2I qui innovent et qui imaginent des solutions, des ateliers en lien avec le Futuroscope? Et on a travaillé déjà plusieurs fois avec des enseignants du LP2I. La dernière fois, c'était avec un enseignant de mathématiques, Xavier Garnier, qui a élaboré avec nous le labo du jeu vidéo, un atelier qui permet de créer rapidement un jeu vidéo avec l'aide du logiciel Scratch. Et donc, c'est lui qui a élaboré d'abord en simulation avec ses élèves l'atelier pour ensuite le dupliquer et le proposer à nos visiteurs scolaires sur le parc. Ce n'est pas d'actualité pour l'instant, mais on espère que ça sera de nouveau le cas dans les années à venir. Nicolas Turquès, est-ce que Canopé essaye notamment d'inculquer, d'enseigner à ses professeurs cette capacité d'innovation, pourquoi pas dans le numérique? Effectivement, c'est tout l'objectif et la mission de Réseau Canopé, c'est-à-dire que dès lors qu'on s'investit dans le champ du numérique, il faut impérativement accompagner les enseignants. Et c'est pour cela que dès 2020, lors du premier confinement, nous avions conçu une plateforme de formation Canotech que l'on a renouvelée assez récemment, plateforme de formation qui permet justement par du micro-learning en particulier, dans la formation très courte, d'accompagner les enseignants sur différentes thématiques, dont celle du numérique, l'articulation présentielle-distancielle par exemple. C'est une thématique que nous avions abordée dès le début du confinement, et d'autres thématiques qui vont permettre aussi de donner un autre élan à toute cette dynamique, à travers notamment les compétences psychosociales. Parce que si effectivement il faut investir le champ du numérique dans la formation, il faut aussi pouvoir tenir compte de l'humain dans cet environnement numérique. Et donc on essaie vraiment d'être sur l'ensemble de l'éventail relatif à la formation numérique au et par le numérique, et tout ce que ça peut impliquer par ailleurs. Quels sont les effets de la numérisation sur la didactique ou encore sur la mise en ligne des cours? On a beaucoup parlé du confinement et justement
le fait que c'est mis en relief que eh bien, certains devaient faire beaucoup d'efforts, notamment concernant justement la mise en ligne des cours pendant la pandémie. Oui, alors ça n'a pas été évident évidemment pour les enseignants, mais encore une fois, ils ont montré à quel point ils pouvaient innover et s'adapter extrêmement rapidement. Volontaire à la situation. en tout cas. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important de le souligner parce que il ne faut pas oublier que les enseignants nous ont aussi beaucoup aidés au travers d'études que nous avons menées à faire évoluer l'offre de Réseau Canopé en termes de formation. Et l'on voit bien effectivement que tout l'investissement des enseignants a pu être irrigué, notamment par d'autres formations, par le partage entre pairs. Et c'est sur cette dynamique-là que l'on se situe véritablement. Donc il faut vraiment avoir en tête le fait que la crise sanitaire elle a permis cette prise de conscience eu égard aux enjeux du numérique, qu'est-ce qu'elle peut apporter, mais par rapport à ce que vous disiez, je vais insister sur un point important, c'est que le numérique, ce n'est pas seulement un outil. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est-à-dire que là où nous sommes toujours sur une approche très techno du numérique, il faut avoir en tête que c'est aussi un objet d'étude. C'est-à-dire que nous sommes dans un environnement numérique, donc il faut permettre à la fois aux élèves, aux enseignants, mais aussi aux parents par extension, de comprendre cet environnement-là. Et d'ailleurs, une récente étude faite par Réseau Canopé montrait que la préoccupation des Français, de manière générale, portait sur la fiabilité des informations sur Internet. Donc comment est-ce que l'on forme les élèves aujourd'hui à trouver des informations fiables? Et d'autre part aussi, de tout ce qui relève de la gestion des données personnelles, par exemple. On voit bien effectivement qu'il y a une prise de conscience de tous ces enjeux, et c'est à nous, opérateurs de la formation, en lien évidemment avec le travail mené par les académies en particulier, d'accompagner toute la communauté éducative dans ce sens. Vincent Audru, vous êtes en ligne avec ce que vient de dire Nicolas, justement. Le numérique, ce n'est pas simplement un outil, mais également un objet d'étude. Alors, un objet d'étude, oui, ça, on espère que ça va se matérialiser avec le projet qui va normalement prendre place au sein du lieu totem dont parlait Nicolas tout à l'heure. Après, au niveau des attractions du parc, là, je n'ai pas d'exemple vraiment très précis à vous donner, puisque ça reste quand même des attractions qui vont s'adresser au grand public. Donc, il n'y a pas de mise en relation directe du numérique sur les attractions. Est-ce que vous avez le sentiment que certaines attractions au Futuroscope, et cela depuis maintenant plus de 30 ans, depuis 87, ont changé la pédagogie qui est distillée dans certaines classes? Est-ce que vous avez eu des retours d'expérience, des professeurs qui sont venus une fois et qui sont revenus 2, 3 ans, peut-être même 4 ans plus tard, avec ces retours d'expérience? Oui, on a des enseignants qui sont des vrais fidèles du parc et qui viennent chaque année et qui ont des ressentis différents selon les élèves, bien sûr, mais qui en tout cas reviennent avec leurs élèves parce qu'à chaque fois, ils repartent du Futuroscope avec le sentiment que leurs élèves ont passé, bien sûr, leur journée à s'amuser, mais qu'ils ont appris des choses pendant leur journée, ce qui est vraiment le plus important. Nicolas Turquet, on parle beaucoup du numérique, effectivement, depuis le début de cette émission. Il y a les pour, il y a aussi toujours les contre. Que dites-vous à ceux qui sont contre et qui disent que le numérique, ça peut aussi être néfaste, et ils font très souvent allusion notamment à la consommation des écrans, quoi. Alors, quand on me pose cette question, je reprends toujours le terme que Bernard Stiegler employait pour parler du numérique, à savoir le pharmacone, le remède et le poison. C'est-à-dire que là où, effectivement, on a des discours de défiance à l'égard du numérique, mais aussi des discours technophiles, Réseau Canopé notamment, mais c'est aussi, je crois, l'attitude que l'on doit tous adopter. C'est une approche neutralisée ou neutre qui permet de comprendre que c'est l'usage qu'on en fait qui rend le numérique néfaste ou pas. Et ça, c'est très important. Mais c'est aussi pour cela que la formation est importante à tout niveau, que ce soit celle des enseignants, des élèves ou des parents, parce qu'il s'agit effectivement de faire comprendre que plus ils s'approprieront l'environnement numérique, plus ils seront capables justement de juguler tous les aspects négatifs de ce numérique, s'il en est d'ailleurs. Mais encore une fois, cela dépend de chacun. Vincent Audru, il vous arrive encore de convaincre certains parents, certaines personnes de l'efficacité, de l'importance du numérique? Convaincre, non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Nous, après, ce qu'on fait, c'est qu'on a tout un travail sur l'éducation à l'image, bien sûr, qui est mis en place à travers un support pédagogique qui essaye d'expliquer en quoi l'image numérique, ça peut être un avantage, mais également un inconvénient, mais n'est pas nécessaire de convaincre du bienfait du numérique. Non. Et à ceux qui vous disent qu'une trop grande exposition aux écrans, c'est parfois néfaste, vous arrivez à trouver les arguments, les bons mots, si je puis dire? Oui, bien sûr, c'est comme tout, sans excès, donc il faut savoir trouver la juste mesure. Pour vous, est-ce que l'enseignement de la programmation devrait être obligatoire dans les semaines, dans les mois à venir, quand on pense éducation, quand on pense à l'école de demain?
Alors là, c'est un avis personnel, de fait, évidemment. Moi, il me semble effectivement que l'on ne peut plus s'extraire de l'environnement numérique à l'école, très clairement. Mais je crois que cette ambition est déjà bien ancrée dans l'esprit à la fois du ministère et l'esprit même des enseignants de manière générale. C'est-à-dire que lorsque l'on voit les programmes, on voit bien que la plupart d'entre eux sont déjà irrigués par le numérique. Qu'il s'agisse encore une fois de la culture numérique ou de la programmation ou alors juste de l'utilisation de l'informatique. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Après, je crois que ce qui est complexe actuellement, encore une fois, dans l'environnement numérique, c'est le fait que nous ne connaissons pas les métiers de demain, globalement. En tout cas, 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Donc, comment faire en sorte de préparer les élèves à cela? Et ça suppose un passage par une réflexion sur les compétences du 21e siècle. Et donc, comment est-ce qu'on les irrigue auprès des élèves? Et comment est-ce qu'on permet aux enseignants aussi de faire vaciller la manière dont ils approchent leur propre discipline d'enseignement en ayant conscience, ou en tout cas en irriguant, encore une fois, toutes ces problématiques liées au numérique. Vincent Audru, est-ce que vous savez si le Futuroscope a réussi à susciter des vocations auprès des petits ou des grands visiteurs? Oui, on a souvent, lors des présentations des métiers qu'on effectue, souvent des élèves qui rêvent de devenir soit projectionnistes ou de travailler dans le domaine du numérique. Et donc, on organise également des visites des coulisses des attractions pour voir comment une attraction est gérée de A à Z, notamment au niveau de la maintenance industrielle et numérique. Et donc, ça suscite effectivement. L'info en plus, c'est avec Irina. Irina Capron, Poitiers a été officiellement labellisée cité éducative. Lors du comité interministériel de la ville présidé par Jean Castex le 30 janvier dernier, Poitiers fait partie des 74 nouvelles villes labellisées cité éducative. Alors 5 quartiers de Poitiers sont concernés, Bel-Air, Trois-Cités, les Couronneries, Beaulieu et Saint-Éloi. Et la ville de Poitiers obtient ce label pour une durée de 3 ans. Au fait, une cité éducative, c'est quoi? Alors les cités éducatives visent à intensifier les prises en charge éducatives des enfants à partir de 3 ans jusqu'à 25 ans. Les cités éducatives ont 3 objectifs: conforter le rôle de l'école, promouvoir la continuité éducative et ouvrir le champ des possibles. Donc l'État va mettre de plus de moyens pour, par exemple, accompagner les jeunes dans leur recherche de stage ou d'emploi, dans le recrutement d'éducateurs ou encore dans l'aide aux devoirs. Question. Alors oui, avec cette labellisation, Poitiers confirme-t-elle sa dimension de la capitale de l'éducation? Pardonnez-moi. Oui, je vais répéter, c'est pas grave. Nicolas, vas-y. Avec cette labellisation, Poitiers confirme-t-elle sa dimension de capitale de l'éducation? Je crois que oui. C'est-à-dire que l'important pour Poitiers, c'est d'être, et l'académie dans son ensemble, c'est d'être un territoire d'ébullition et d'innovation. Et donc tout ce qui peut permettre d'améliorer, de juguler la fracture numérique, de permettre une politique de la ville qui crée davantage d'égalité, etc., constitue une force supplémentaire pour pouvoir prétendre à ce statut, en tout cas, de capitale de l'éducation. Vincent Audru, quels axes de progrès supplémentaires pour la ville de Poitiers en termes d'éducation, même si vous faites déjà beaucoup? Bien, je pense que oui, les projets qui sont dans les tuyaux, on ne peut pas encore tout dévoiler, mais il y a des choses assez avancées qui vont s'amorcer dans les mois à venir. Si tous ces projets se confirment avec le rectorat, avec tous les acteurs éducatifs de la région, eh bien, on pourra avoir un pôle numérique qui pourrait donner naissance à faire de Poitiers encore plus une capitale de l'éducation telle qu'elle l'est déjà. L'école de demain, elle ressemble à quoi? Ça va ressembler à quoi? C'est ça votre question? Oui. Pour l'instant, je ne peux pas en dévoiler les grands contours. Désolé, c'est encore assez confidentiel. J'essaie de grappiller des infos depuis tout à l'heure, j'essaie d'avoir les infos. L'école de demain, elle va ressembler à quoi? Je dirais que l'école de demain est audacieuse. C'est une école qui n'a plus peur de se changer, qui n'a plus peur de franchir des pas pour pouvoir justement faire en sorte d'être plus près des besoins des élèves, au plus près des besoins des enseignants, ceux qui s'occupent des enseignants. Alors justement, on parle beaucoup d'école inclusive, effectivement, on fait beaucoup d'émissions avec Irina, beaucoup de pédagogie différenciée. Est-ce que l'école de demain, est-ce que l'école du numérique, elle pourra justement allier ces deux aspects? Mais je crois que c'est tout l'intérêt aussi du numérique éducatif. Et en l'occurrence, Réseau Canopé a mis en place un accélérateur pédagogique pour les entreprises de la EdTech qui sont aussi très très engagées sur des solutions qui permettent justement de personnaliser les enseignements, les apprentissages, pardon. Et donc là, effectivement, l'idée, c'est pour nous Canopé, c'est d'accompagner cette tech via cet accélérateur dans la montée en qualité et le développement de ces solutions numériques, mais c'est aussi faire en sorte effectivement qu'elles soient
au plus près, encore une fois, des besoins de chaque élève, eu égard à ses difficultés propres, voire ses qualités propres. Voilà. Que vous disent les professeurs aujourd'hui? Ils se sentent parfois déboussolés, parfois dépassés, voire même par certains élèves, ou je grossis un peu le trait? C'est pas grossir le trait, je crois qu'effectivement on prend conscience des possibilités désormais de personnaliser davantage les enseignements. Et je crois que c'est extrêmement compliqué pour les enseignants évidemment, et c'est tout à fait normal, hein, je l'étais pour ma part, donc j'en parle en connaissance de cause, mais de pouvoir dans des classes effectivement à 25, 30, 35 élèves parfois, de différencier. En revanche, ce qui est important, c'est de considérer que par la formation et par le numérique, on parvient davantage à cibler nos stratégies pour pouvoir toucher davantage les élèves, les uns qui sont en difficulté ou pas d'ailleurs. Donc il y a vraiment cette chance offerte par le numérique qui vient encore une fois élargir cette cartographie des possibles que j'évoquais par ailleurs. Vincent Audru, est-ce que certains profs vous appellent des fois à l'aide? Est-ce qu'ils vous demandent de l'aide? Non, il ne me semble pas perdu, hein, les enseignants avec le numérique. Parfois, il faut bien sûr les aider, mais en général, non, ils se débrouillent très bien. Bon, ben voilà. J'essaie de grappiller le maximum d'informations aujourd'hui, mais écoutez, juste un petit service. On vous demande ça comme ça. Dès que vous pouvez officialiser effectivement ce partenariat qui m'a l'air vraiment très prometteur, n'hésitez pas tous les deux à revenir en plateau. Comme ça, on fera une émission spéciale là-dessus, car encore une fois, je crois que c'est très, très intéressant. Merci à Vincent Audru, qui est responsable marketing du Futuroscope, et merci à Nicolas Turquet, qui est directeur de cabinet du réseau Canopé. Merci, ma chère Irina. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV, le MAG. Ciao.